Merci, Gwenaël. Bonjour, Boualem. Bonjour. Permettez que je vous appelle par votre prénom. Oui, oui. Voilà. Et bravo à vous tous qui avez su faire le bon choix, parce que le soleil, même si c'est un soleil quasiment algérois ou algérien, ne doit pas dissuader de rencontrer des auteurs importants et intéressants. Alors, je suis ravi d'accueillir Boualem Sansal et je voudrais que notre entretien, il en est d'accord, je lui ai posé la question, se passe en deux temps. Un premier temps pour sa posture d'imprécateur. Je voudrais qu'il se situe comme l'imprécateur, qui a des choses à dire sur notre monde et sur ses périls, d'une part, et dans un deuxième temps, le créateur, parce que je trouve que dans les articles qui sont parus ces derniers temps, dans les interviews, les rencontres filmées, télévisées, la première image recouvre l'autre et la dissimule. Or, le livre « Le train d'Erlingen » est un livre avec une construction extrêmement ambitieuse, extrêmement complexe, et j'aimerais que, puisque nous avons la chance d'avoir Boualem Sansal avec nous, qu'il nous en parle et qu'il nous dise par quel cheminement dans l'imaginaire il arrive à cette structure pour développer le sujet qui l'intéresse. Alors, je commence brièvement par rappeler que Boualem Sansal est donc un auteur d'Algérie, qu'il est né à côté d'Alger, non loin d'Alger, qu'il a été d'abord la victime d'une formation scientifique ou le bénéficiaire d'une formation scientifique à l'école polytechnique d'Alger, qu'il a conduit à occuper des fonctions administratives officielles extrêmement importantes, puisque vous étiez chargé de la restructuration de l'industrie algérienne ou du secteur de l'énergie, enfin vous préciserez peut-être ça, et que vous avez rencontré un auteur qui vous a incité à écrire, je ne sais pas, vous nous expliquerez comment vous avez été conduit à écrire, et très vite vous avez pris des positions, après une période juste après l'indépendance qui est celle des pieds rouges, dont vous parlez vous-même, une période heureuse. Très vite, il y a une cassure avec le pouvoir, d'une part, politique, et le pouvoir religieux, d'autre part, qui vous conduit à prendre des positions et à affirmer vos convictions d'une façon telle que vous en payez le prix fort, puisque un jour, en 2003, vous êtes démis de toutes vos fonctions officielles. Et en même temps, se développe une carrière littéraire qui commence avec Le Serment des barbares, qui aligne un certain nombre d'autres titres très, très intéressants qui ont marqué. En particulier, je pense à Le village des Allemands, Le village de l'Allemand, pardon, où on retrouve l'Allemagne d'ailleurs. Et puis ensuite, 2084, ces ouvrages vous ont valu un large public, plusieurs prix, une véritable reconnaissance littéraire. Donc vous voilà avec une double posture, celle de l'imprécateur d'un côté et celle du créateur de l'autre côté. Alors je vais commencer par une question peut-être un petit peu brutale. Est-il vrai que, comme l'affirment certains de vos détracteurs, vous êtes anti-algérien, anti-arabe, anti-islam, harki, agent du Mossad ou agent secret de la France? La liste est longue, hein. Ça c'est juste une introduction. Non, c'est vrai que évidemment je suis, comme on dit chez nous, quand on essuie le couteau, l'expression, je sais pas comment, je me souviens plus comment on l'a dit, mais enfin on essuie le couteau sur quelqu'un, quoi. Donc je suis celui sur lequel on vient essuyer son couteau en Algérie. Tous ceux qui ont mal aux dents, à la tête, aux pieds, viennent essuyer leur couteau sur moi. Mais c'est assez normal. Dans ce genre de régime, on aime bien désigner un coupable idéal qui ça focalise sur... ça sert le régime, la presse ensuite s'en parle de cela. Moi, ça me va très bien, ça ne me dérange pas plus que ça. Je dis, de temps en temps, je réponds à ces gens-là, si ça vous amuse, faites-le. Moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà, je vis avec. Voilà.
Et alors, donc, ce contre quoi vous prenez position, c'est à la fois des dérives, enfin, tout ce qui représente une autorité excessive, celle du pouvoir, celle d'un certain pouvoir algérien, mais aussi, alors c'est là où je vous demanderai de préciser, est-ce que vous êtes en opposition avec les islamistes ou avec l'islam? Parce que selon vos textes, justement, il y a l'idée aussi même que le principe même de la religion suscite votre opposition et en tout cas votre critique forte. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre posture de ce point de vue-là? En fait, je n'étais opposant à rien. Au lendemain de l'indépendance, j'étais un jeune adolescent qui avait hâte de grandir et de vivre et de voyager. Et les choses se passaient d'ailleurs assez bien. Tout à l'heure, vous avez parlé des pieds rouges. On a vu au lendemain de l'indépendance partir la population pieds noirs. Les Français d'Algérie, on les appelait ainsi, les pieds noirs. Et puis on a vu arriver une population venant du monde entier, de France, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Brésil, enfin vraiment de partout. L'Algérie s'était lancée dans un programme qui à cette époque faisait rêver formidablement le monde de gauche, c'était l'autogestion. Voilà, pour la première fois de l'histoire, il y a eu une première tentative en Yougoslavie avec Tito, l'Algérie se lance dans un programme d'autogestion. C'est-à-dire qu'elle a donné au peuple les ateliers, les usines, les universités, gérez vos affaires vous-même. C'était extraordinaire. Et ça a attiré des milliers de gens, donc voilà, de gauche généralement, ou assimilés, et on les a appelés les pieds rouges, en raison du fait qu'ils étaient plutôt de gauche et donc ça a mis, effectivement, ça a installé un climat merveilleux en Algérie, de débat, c'était formidable de voir ces gens gérer leurs affaires eux-mêmes. Alors ils le faisaient de manière souvent enfantine, c'était très bricolé, mais il y avait de l'enthousiasme, il y avait... le résultat, évidemment, ne s'est pas fait attendre, ça a été la faillite, évidemment. Quelques années plus tard, tout s'est arrêté. L'enthousiasme ne suffisant pas pour faire tourner un pays, pour construire une société organisée, donc forcément hiérarchisée, et donc forcément avec des systèmes de coercition. Voilà. Et donc, du coup, un matin, le patron de l'armée, le colonel Boumedienne, a fait ce geste-là. Il a sifflé la fin de la récréation. Il a dit, la récréation est terminée. Voilà. Donc les pieds rouges ont été chassés du pays. Il y avait vraiment des gens dans tous les domaines vraiment formidables. Il y a des gens comme Régis Debray, des gens comme en Amérique, Jane Fonda, Bob Dylan, chacun dans son domaine venait dans le théâtre, dans le cinéma, des gens comme Brel, et voilà, dans le théâtre, et le silence, tout ce monde est parti, une chape de plomb s'installe, des militaires partout qui remettent les gens au travail, évidemment comme ils ont trouvé une situation de désordre telle qu'ils ont mis beaucoup de gens en prison. La plupart des intellectuels ont fui, sont partis en France et ailleurs, et au Canada. Et s'est installé un régime militaro-policier, avec un capitalisme d'État qui se prétendait socialiste. Et voilà. Et là, moi j'étais commencé évidemment à voir cette évolution tristounette. Et comme tous les jeunes, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va rester ? Alors, beaucoup, évidemment, avaient adhéré à cela, parce qu'il y a ce pouvoir a su quand même construire une mystique un peu comme ça, à la cubaine, à la soviétique, voilà, l'avenir, les lendemains qui chantent. Et ça a fait évidemment chanter beaucoup de gens qui ont adhéré à cela, mais aussi beaucoup de gens, et notamment les intellectuels, n'ont pas du tout cru à ces choses-là. Et la question s'était posée, que faire ? La plupart sont partis. Ça a donc appauvri encore davantage le pays.
Le pouvoir, pour quand même remettre le pays en fonctionnement, eh bien, il a fait venir les soviétiques. Hein. Il y avait des soviétiques à tous les étages pour conseiller les ministres, les directeurs généraux des entreprises d'État, etc. Voilà, donc moi, je n'étais pas opposant, j'étais un jeune qui était malheureux, qui ne se plaisait pas dans cela. J'étais pris dans mes études, j'ai fait des études d'ingénieur très, très poussées. Ensuite, j'ai eu la chance de faire des recherches un peu particulières qui m'ont mis un peu en avant. Donc j'ai travaillé un peu pour la NASA. Je faisais des recherches sur les turboréacteurs et notamment j'essayais de faire fonctionner un réacteur sur du gaz naturel liquéfié. Et bon, l'Algérie est un pays gazier, on avait installé d'énormes usines de liquéfaction. Et je me disais, mais c'est intéressant, on peut faire tourner des turboréacteurs et des voitures. Et bon, mais moi, j'ai travaillé sur les turboréacteurs, donc ça m'a valu un contrat de recherche avec la NASA. Je me suis fait mon petit trou. Voilà. Mon bonheur était dans mon laboratoire, avec mes profs, avec mes étudiants. Voilà. Puis ensuite, j'ai fait parallèlement, à un moment donné, j'ai ressenti je me souviens plus pourquoi, mais enfin, j'ai ressenti la nécessité de faire d'autres études. Je me suis lancé dans l'économie, j'ai fait un doctorat d'économie. Voilà. Et puis j'ai beaucoup enseigné, j'étais un universitaire très intéressé par ce qu'il faisait, dans un environnement relativement agréable. Le gouvernement algérien avait fait le choix de la science et de la technologie, alors que toutes les études d'anthropologie, enfin dites les sciences humaines, tout ça a été quasiment fermé. Mais pour ceux qui s'engouffraient dans les filières technologiques, tout ça, c'était le paradis. On avait absolument tout ce qu'il fallait, quoi. Donc j'ai passé de belles années à ces choses-là. Et puis, bon, voilà, j'enseignais j'écrivais des bouquins sur les turboréacteurs, sur l'économie, vous êtes tous des universitaires, vous savez combien ça peut être exaltant quand on est dans son métier, qu'on a les moyens de travailler, ça se passait bien. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, ici et là, on a vu des choses bouger, on était dans un ordre un peu comme ça, policier, militaire, mais quand même qui restait quand même intelligent, qui donnait, qui œuvrait dans le sens du progrès, voilà, le développement de la technologie, de la science, etc. Et puis on a vu la société changer à la périphérie, parce que nous on est des gens de la ville, donc on voit le pays à travers la ville, mais un pays c'est pas la ville, c'est les campagnes. C'est là que se passent les choses et qu'on ne voit jamais. Et là, on a vu arriver des gens, tenir des discours. C'est ce qu'on a appelé les pieds verts. C'était donc des islamistes qui venaient d'Arabie, d'Iran, du Yémen, envoyés par les grands centres religieux qui étaient absolument offusqués de ce qui se passait dans un certain nombre de pays dits arabes, qui, après l'indépendance, après s'être libérés du colonialisme, se sont jetés dans le communisme, ils étaient offusqués. Vous avez fait la guerre, c'est pour retrouver votre religion, votre langue, votre culture et tout ça. Et donc voilà, ces petits pieds verts commençaient à faire leur prêchi-prêcha dans les mosquées, dans les souks. Voilà, et à un moment donné, ce qui nous semblait être tout à fait marginal, des petites choses comme ça, de rien du tout, à la marge, dans une petite banlieue, tout ça. En fait, derrière tout ça, s'était constitué un immense parti politique de plusieurs millions de gens super organisés qui avaient créé un État invisible, on l'a découvert plus tard, que dans les montagnes, ils avaient créé des villes souterraines avec des usines pour fabriquer des armes, des hôpitaux, des stocks de vêtements, de nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, le pays était truffé de galeries,
Donc c'était clair que ces gens-là se préparaient à quelque chose de terrible. Et ce terrible est arrivé, évidemment. Parce qu'à un moment donné, bon, ces gens-là étaient si forts que le pouvoir a plié, a donc accepté qu'il y ait des élections libres. En même temps, c'était pour tester la véritable force de ces... Il faut me dire si je... Je peux vous dire rien. Voilà, ok. Si c'était un islamisme... enfin, ce mouvement était un mouvement sérieux ou simplement marginal et cafouilleux, etc. Donc, organisation d'élections municipales. À cette époque, l'Algérie comptait 1500 communes et les islamistes ont gagné 1450 communes. Donc, du jour au lendemain, la totalité du pays s'est trouvée administrée par des islamistes. Donc, vous imaginez l'Algérie la veille, c'est un pays socialiste, après 15-20 années de socialisme. Bon, il régnait un climat, une atmosphère, une culture, une façon de vivre. Et pouf, du jour au lendemain, on est parti dans une autre direction, construction de mosquées. Alors vraiment, là où il y a 2 mosquées, on en met une 3e entre les 2, et ainsi de suite. Et puis, occupation du terrain, le petit commerce de proximité, etc. Et puis, organisation de la police religieuse. Enfin bref, vous imaginez assez facilement comment le basculement s'est fait. Ça a provoqué un exode monstrueux. Là, le peu de cadres qui restaient et ceux que l'Algérie avait formés à grands frais dans les plus grandes universités du monde, en France, aux États-Unis, ailleurs, sont partis. Donc finalement, on a cédé, on leur a donné encore plus de terrain, on leur a cédé le peu de terrain que nous occupions. Bon, voilà. Et, 2 années après, le gouvernement organise des élections législatives. Elles se déroulent en Algérie comme en France, en 2 tours. Au premier tour, les islamistes avaient gagné la majorité absolue. Et donc, voilà. Et ils nous promettaient donc, dans les 15 jours qui allaient venir, 2e tour, l'apocalypse. C'était... ils avaient même ressorti une formule que le FLN avait utilisée en 1962, au lendemain de l'indépendance, c'est la valise ou le cercueil. Voilà. Vous partez... Là, on est dans les années 90. On est dans les années 90. Et donc, en ce moment, moi, j'étais... parce qu'en économie, je m'étais étrangement, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi j'ai fait cela, dans un pays d'économie socialiste, moi j'ai été étudier l'économie libérale. Donc j'ai fait ma thèse sur la dette. Et donc un jour, je reçois une invitation du directeur de cabinet du chef du gouvernement qui me dit que le chef du gouvernement voulait me voir. Bon, j'y vais. Moi j'étais à l'université, j'enseignais, et il me dit, c'est vous qui avez écrit ça? Je me suis dit, oulala, je crois que je vais finir ce soir le goulag. J'ai dit, oui, ça pourrait être bien moi. Et là, il me fait une confidence extraordinaire. Il me dit, nous sommes, vous le savez, il me dit que nous sommes en faillite, nous n'avons plus d'argent. La famine, c'est dans la semaine qui vient. On n'a plus d'argent, plus rien. Et tous les stocks de produits de première nécessité sont tombés à 0. Et donc, on ne sait pas quoi faire. L'Algérie était hyper endettée. C'est-à-dire que la totalité de l'argent que nous tirions de l'exportation des hydrocarbures ne payait même pas le service de la dette. Même pas. Et donc, alors il me demande... De lui expliquer, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai donné quelques explications, mais c'est pas quelqu'un qui était, c'était pas un économiste, donc j'ai usé de choses très très simples, voire simplistes. Et là, il me dit on envisage finalement de négocier avec le FMI. Voilà la solution, mais on ne sait pas quoi faire, ni comment, etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans son cabinet pendant 6 mois,
où j'expliquais à ses collaborateurs, les directeurs, et notamment les hauts fonctionnaires qui, dans des situations comme celle-ci, sont au front, c'est-à-dire le directeur général des impôts, le directeur général de la douane, le directeur général des domaines, le directeur de la Banque centrale, c'est quoi le dernier, enfin, 5 ou 6, les grands patrons d'un pays. Ce sont, voilà, ces cinq directeurs généraux qui, eux, étaient formés à l'économie soviétique, socialiste. Donc, on leur a expliqué. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé. Ensuite, il m'a demandé. Donc, j'ai participé aux négociations avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec le Club de Paris, le Club de Rome, pour renégocier le réchauffement de la dette, et puis voilà, puis restructurer l'économie. Et donc là, c'est comme ça que j'ai été nommé directeur général de l'industrie pour la restructuration de l'économie. Mais là, la guerre avait déjà démarré. Là, ce que je vous raconte, c'est en 1994. La guerre avait démarré en 1991. Donc imaginez une guerre civile terrible, et en même temps, nous démarrions une guerre économique qui consistait finalement, pour faire simple, à licencier tout le monde. Fermer les hôpitaux, fermer les écoles, fermer les usines, tout restructurer. Restructurer, c'est ça, c'est un mot gentil pour dire fermer et débaucher les gens. Pour, on dit, réduire la voilure, c'est-à-dire que l'Algérie vivait au-dessus de ses moyens. Et voilà. Et c'est là que, quand je me suis retrouvé dans la haute administration, c'est là que je découvre que le système de la prédation de ce pays ne s'est pas effondré comme je le croyais, parce que les gens ne travaillent pas bien, ou parce que si, ou parce que ça. C'est pas du tout ça. Les gens font ce qu'on leur demande de faire, et généralement ils le font assez bien. En fait, il y a un système qui assure la promotion voilà, la prédation. Il est basé sur la prédation, donc il élimine les gens compétents pour faire rentrer dans le système des gens très dangereux, et voilà. Et donc, à un moment donné, me suis retrouvé comme ça dans un groupe d'opposants. J'en connaissais quelques-uns, des écrivains, des avocats, qui auraient pu évidemment quitter le pays comme tout le monde, venir s'installer ici en France, mais qui ont décidé de se battre à la fois contre le régime et contre les islamistes. Et la question c'était, mais comment se battre contre un régime militaire, si ce n'est par les armes? Et comment se battre contre les islamistes, si ce n'est par les armes, puisqu'ils sont dans les maquis, ils tuent les gens, ils violent, ils tuent, etc. etc. Donc on avait beaucoup cherché, et l'idée c'était de dire, nous sommes la première victime de cela, il faut avertir les autres, ceux qui vont peut-être après l'Algérie, parce que l'Algérie était prête de tomber. Après l'Algérie, ce sera leur tour. Il faut les avertir et nous liguer tous ensemble pour arrêter la chose. L'islamisme n'est pas un problème algéro-algérien. C'était ça l'argument. L'islamisme est un problème mondial. Nous sommes juste une étape sur son chemin, étant le maillon faible, mais ça va toucher le monde entier. Donc préparez-vous. Et il vaut mieux nous aider tout de suite pour éteindre le feu, là, puisque là, il y a déjà une guerre. Donc, essayez de... Bon, voilà. Donc, en fait, notre travail consistait à écrire des papiers pour les envoyer au secrétaire général de l'ONU, à M. Mitterrand, à M. Chirac, à M. X, et voilà, à faire les Cassandres en leur disant « Attention, attention, attention ». Quand vous aurez les islamistes, d'abord vous les avez déjà, ils vont se multiplier et devenir
ils s'inscrivent dans une dynamique, comme ça, dans une mystique de conquête qui les enthousiasme, qui les emballe et tout ça. Mais leur présence va générer des c'est-à-dire l'équivalent chez nous de ce que serait le système militaro-policier, c'est-à-dire des partis d'extrême droite, très durs, qui voudront combattre par les armes. Donc vous allez vous trouver avec deux forces qui vont, de toute façon, à un moment ou à un autre, s'affronter et déstabiliser votre pays. Voilà. Donc, certains écrivains algériens prennent aussi cet étendard. Je pense à Rachid Mimouni, par exemple, voilà. 1993, voilà, c'est La Malédiction. Oui. C'est ça, c'est son premier titre non, ce n'est pas son premier titre, mais voilà. Donc ce groupe dont je vous ai parlé d'intellectuels, évidemment, a été fondé par Rachid Mimouni, un grand écrivain. C'est un ami on se connaît depuis longtemps, on s'est connus au lycée, puis la fac, etc., etc. Et on travaillait ensemble et on habitait ensemble. Voilà, on a tout fait ensemble, sauf nous marier, chacun épouser. Bon. Et donc il a écrit. Donc j'étais son premier lecteur, toujours, ami, voisin et tout. Donc son premier livre, qui avait pour titre Le fleuve détourné. C'est un livre absolument fabuleux. C'est détourné, vous comprenez bien le titre, il découvrait en tant qu'écrivain que la révolution, ce que les Algériens appellent la révolution, la lutte pour l'indépendance, et puis plus tard, cette lutte pour le développement, pour le progrès, a été dévoyée, récupérée par les uns, par les autres, voilà, que le dernier de la force, c'est le peuple. Le fleuve de la révolution a été détourné vers autre chose que ce qui était normalement sa finalité. Et c'est un livre absolument merveilleux qui a eu un succès immense en France. Du jour au lendemain, Mimouni est devenu un auteur mondialement célèbre, et puis il a écrit d'autres, et notamment ensuite La Malédiction, la malédiction de la religion. Et donc c'était ça, les discussions, que faire. Donc on s'est regroupés comme ça, 1, 2, 3, 4. Moi j'y venais, mais avec ma dimension d'économiste, moi j'étais persuadé à cette époque-là que le problème était pour l'essentiel économique. Pour l'essentiel. C'est-à-dire que je me disais que si on arrivait à relancer l'économie, les choses... parce que l'économie redistribue des intérêts. Et donc les gens ne se mobilisent au fond jamais que pour des intérêts. Donc il faut que chacun trouve son intérêt pour se mobiliser, sinon il ne se mobilise pas. Et au mieux, il se met dans un coin, il philosophe pour lui-même. Mais se mobiliser, c'est une prise de risque. C'est en vue d'une finalité, d'un programme de travail. Donc ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses et beaucoup de risques. Et on ne le fait que s'il y a un intérêt. L'intérêt n'est pas forcément se mettre beaucoup d'argent dans la poche, mais un intérêt qui peut être évidemment le bien-être du peuple, enfin bref, des choses élevées, quoi. Et comment vous en venez à l'écriture, alors, justement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide? Est-ce que vous aviez cette envie préalable? C'était que, comme j'étais le premier lecteur de Mimouni, moi je lisais ses manuscrits, je lui disais oui, bon, là c'est bon, là c'est pas très bon, là c'est nul. Voilà. Et donc, et lui me disait finalement, mais je lui suggérais des petites choses comme ça mais moi ça m'intéressait pas. Franchement, ça m'intéressait pas vraiment. Moi j'étais dans mon domaine, j'étais très pris, j'avais des responsabilités vraiment très 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 lourdes. Et voilà. Et c'est qu'à un moment donné, ce groupe a été ciblé par les uns et par les autres. Ils ont été assassinés. Tarajaout, qui était donc un autre écrivain merveilleux, qui était publié au Seuil, écrivain, romancier, poète, journaliste. Il avait créé un journal. C'est un vrai militant, toujours sur le pied de guerre, 24 heures sur 24, une énergie folle. Un jour, dans une interview, le journaliste lui pose la question, ce que vous faites, vous ne pensez pas que c'est dangereux, vous vous mettez en avant? Et il avait dit cette phrase qui est devenue maintenant en Algérie, c'est la phrase
Il a dit, oui, bon, mais vous savez, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs, alors parle et meurs. Et 15 jours après, il a été assassiné par les islamistes, devant sa femme et sa petite fille de 10 ans qu'il a amenée à l'école le matin. Et donc, tous ces gens-là ont été assassinés. Alors, on ne sait pas par qui. Bon, Tariq Djaout a été assassiné par l'islamiste, ça c'est clair. On le sait, un jeune de 17 ans, du quartier, qui habitait dans la même cité, dans la même HLM. Contre Memouli, il y a eu plusieurs attentats et il a fui. Il s'est exilé au Maroc et là-bas il est mort de chagrin. Il se shootait à la vodka matin et soir. Donc voilà, il est mort de ça. Et les autres ont été assassinés, on ne sait pas. Des avocats qui travaillent sur les droits de l'homme, d'autres ont disparu, on ne sait pas trop comment. Donc il ne restait plus personne, il ne restait que moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, Le Serment des barbares, mais c'était pas pour écrire, ni pour publier, c'était que du fait que le groupe qui faisait 15-20 personnes, il ne restait plus rien, moi je continuais à produire mes petits papiers dans mon domaine, des trucs d'économie, pour alimenter le groupe. Et finalement, j'écrivais tout le temps, puis un bon jour j'ai arrêté. Et ma femme qui avait remarqué ça, qui me voyait toujours rentrant du ministère, et quelle que soit l'heure, je me mets devant l'ordinateur et en avant jusqu'à plus d'heures. Et puis là, un jour, c'était fini, et elle me dit, elle pensait que c'était du travail du ministère que je ramenais, que je n'avais jamais dit que j'écrivais, quoi. Elle pensait que c'était vraiment du travail du ministère. J'ai dit non, question-réponse. Non, j'avais écrit des trucs pour le groupe, et puis finalement, j'avais relevé comme ça, c'est-à-dire dans le quartier, là où j'habitais, un commissaire de police avait été assassiné d'une drôle de manière, et ça m'a, en fouillant un petit peu, j'ai découvert une chose qui m'a sidéré et qui allait avoir des conséquences plus tard, mais absolument énormes. Moi, je ne me doutais pas du tout. J'avais découvert que cette commissaire avait été assassinée par des gens qui avaient monté tout un trafic autour des cimetières chrétiens, qui avaient trouvé une filière pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de cimetières chrétiens en Algérie, évidemment, et ces gens-là, donc des gens d'ici, vivant en France, avec des gens de leur famille en Algérie, ils contactaient des pieds noirs pour leur dire, voilà, vous nous payez, on va entretenir vos cimetières. Voilà, ils avaient monté un truc comme ça. Et donc, j'avais entendu parler de ça. Et un jour, entre le ministère qui est à Alger, et moi j'habite à Boumerda, à 50 km, il y a une ville qui s'appelle Orbiba, je m'arrête et je vais au cimetière chrétien et je vois effectivement, c'était un dépotoir, et là il était relativement pimpant. Il y avait encore des cadavres qui traînaient, des crânes, des trucs, de la mauvaise herbe par-ci par-là, et donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, voilà, dans ce pays, on est arrivé à un stade où même les morts participent à la guerre, quoi. Même les morts ont été enrôlés dans cette... Et donc voilà, d'où le titre, Le Serment des barbares, et qui traite de cela. Quand ce livre est sorti, vous pensez bien que ça a interpellé tous les pieds noirs de France et de Navarre, qui tous se sont mis à m'écrire, etc., puis des machins, et puis finalement c'est remonté jusqu'à l'Élysée. Donc un jour j'ai été appelé par l'ambassadeur de France à Alger, qui me dit, voilà, j'ai une note verbale du Quai d'Orsay, on voudrait t'inviter pour parler de cette question-là. Bon, voilà, donc je suis venu, on en a discuté, et donc voilà, il y a eu
des enquêtes faites par les uns et par les autres. On a trouvé dans beaucoup de cimetières, beaucoup de cimetières chrétiens, dans les caveaux, des ateliers de fabrication de bombes, des caches de bombes, des caches d'armes, des stocks de drogue, parce que tous les islamistes se droguent. Il ne faut pas croire que... parce que pour vivre dans la folie qui est la leur chef les drogue. Sinon, c'est comme c'est toujours des gamins, donc ils sont toujours imprévisibles et très difficiles à gouverner. Donc ils les droguent. Ils les droguent pour... voilà. Et voilà. Et donc ça a déclenché une enquête extraordinaire qui, quelques années plus tard, a abouti à un accord entre les deux gouvernements. Le gouvernement français a mis de l'argent, le gouvernement algérien s'est engagé et tous les cimetières chrétiens importants ont été retapés, etc. Et il a été offert à tous les pieds noirs de France et de Navarre soit de laisser leur machin sur place, ou de rapatrier les dépouilles. Alors, dans les petits villages et tout ça, c'est des petits cimetières de rien du tout. Ils ont été, donc on a excavé tout ça dans une fosse commune, avec l'accord évidemment des parents, dans des fosses communes. Donc c'était réglé à l'intérieur du pays. Il n'y a plus de cimetières à l'intérieur du pays. Tous ces petits-là ont disparu maintenant. Et les grands cimetières dans les grandes villes, maintenant ils sont retapés et donc gardés, les murs d'enceinte relevés, etc. Et ce qui était un trafic, et aujourd'hui passe normalement par le financement du gouvernement français, les Pieds Noirs eux-mêmes, leurs associations, tout ça, mettent la main à la poche. Et donc finalement, ce roman m'a mis dans une situation où je me suis trouvé en fait militant d'une cause. Voilà, moi j'écrivais pour sensibiliser les Européens, et en particulier les Français, et nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. Vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Nous, on a été laxistes, l'histoire de l'Algérie est comme ça, on est laxistes, et donc on s'est fait avoir, quoi, voilà. Et on y est toujours dedans. Alors, mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillers ne sont jamais très écoutés. Moi, j'ai rencontré maintes fois Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré Macron, et je ne vous dis pas le nombre de ministres, de ministres des Affaires étrangères à qui je disais, mais vous ne vous rendez pas compte ou quoi. Mais je lui dis, moi je suis prêt à signer un truc, prenons date, je vais vous donner des dates, voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de la chose. Oui, mais vous savez, l'Algérie, c'est pas la France, et patati. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie, c'est pas la France? Eh bien, moi, je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent partout. C'est pas parce que voilà, vous mettez un pommier en France, il pousse. Vous le mettez en Algérie, il pousse aussi. Alors, est-ce que le train d'Erlangen est le troisième volume de cette trilogie consacrée à ce sujet, à cette mise en garde, à cette dénonciation, à laquelle vous donnez une dimension maintenant complètement mondiale? Puisque vous parliez d'économie il y a un instant, mais le train d'Erlangen est plein de considérations sur la mondialisation et son rapport avec cet état de fait. Ouais. Et puis, il se situe à la fois aux États-Unis, à Londres, à Paris, en Allemagne. Partout. Donc, vous terminez la trilogie, vous passez à autre chose, c'est l'élargissement. La trilogie, enfin j'étais parti sur une trilogie, mais elle est finie, mais on peut aussi passer à une quadrilogie, peut-être. Non, mais c'est fini. Trilogie de 4. Voilà. En fait, c'est que parce que qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est aggravée parce que au départ, le plan islamiste mondial, donc conçu évidemment chez les grands théologiens, les sources de la chose en Arabie, ailleurs, ces grandes institutions religieuses comme la Ligue mondiale islamiste ou l'Organisation de la conférence islamique et autres, hein, ils étaient partis sur une stratégie qui consistait à implanter l'islamisme pays par pays, dans les pays musulmans, hein,
Voilà, l'Algérie. Les Algériens s'occupent de l'islam, d'installer l'islam en Algérie. Les Tunisiens en Tunisie, et ainsi de suite. Donc c'était parti comme ça. Donc en Algérie, ça a donné voilà, les islamistes, le fils, etc. C'est une démarche algérienne propre, tournée vers l'Algérie. En Égypte, c'était autre chose, et ainsi de suite. Au Pakistan, autre chose. Et à un moment donné, les grosses têtes de ce mouvement mondial se sont rendus compte que c'était une erreur, parce que ça divisait l'islam. Ça faisait l'islam algérien, l'islam tunisien, chacun pour sa popote. Et donc il y avait une sorte de déperdition. Et l'islam est déjà assez divisé en écoles, en sous-écoles, en rites. Et donc ajouter à cela des divisions nationales dans des pays qui ont des régimes différents, des parcours historiques différents. Donc les grands islamistes à l'époque, alerte, alerte, on a fait fausse route, il faut réunifier, l'unification. Bon, mais le coup était parti, donc c'est un bonhomme qui finalement est arrivé à remettre, à ressouder les choses. L'islam est un seul chef, une seule bataille, un seul objectif, enfin voilà, le truc super unitaire, unitariste. C'est Ben Laden. C'est Ben Laden et Zawahiri, enfin les gens, c'est les idéologues qui l'entouraient, voilà. Et donc c'était très intéressant parce que là, en plus, ils ont aussi découvert que, en même temps, le système des États-nations, par ailleurs, était en train de s'effondrer et que les pays s'engouffraient, eux aussi, dans la même démarche. C'est la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire que les pays, pris un à un, ne peuvent pas s'en sortir. Donc il faut s'unir. Voilà, il faut faire des rassemblements régionaux, l'Europe, le truc, le ci, le ça, et puis autant que faire se peut, un truc mondial pour optimiser, etc., etc. Et donc du coup, pour les islamistes, c'était absolument formidable. Donc eux, ils ont réussi leur unification en très peu de temps. Donc Ben Laden a créé Al-Qaïda, et beaucoup d'islamistes ont rejoint, convaincus de la démarche. Ils ont dit oui, il a raison. Et notre ennemi, c'est le monde entier. C'est pas les petits Algériens ou les petits Yéménites, voilà, c'est tout le monde. L'islam doit régner sur toute la planète. Donc il faut attaquer tout le monde. Tous ceux qui résisteraient, tous ceux qui ne sont pas convaincus, on va les convertir ou les forcer ou les tuer. Et ils ont trouvé donc la mondialisation et comme... et voilà. Et donc ils ont réussi le passage du bricolage pays par pays, dans des pays qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de trucs. Il n'y a pas de perspective. Et puis, il y a des régimes très durs, alors qu'on peut porter la guerre partout. Voilà. Et dans les pays riches, nous trouverons beaucoup plus de moyens, c'est beaucoup plus efficace, etc. Ouais, ils ont réussi cette reconversion, s'engager dans la mondialisation, comme c'est des pays en général. L'islam est très libéral. Donc, par définition, l'islam est universel. C'est une idée universelle. L'islam, c'est pour tout le monde. Et donc, pour lui, c'est naturel. La mondialisation, c'est naturel. Il n'y a pas de citoyen en islam. Il n'y a pas un Français, un Algérien, un Chinois. Non, il y a un musulman ou pas musulman. Voilà, c'est tout. Vous dénoncez en même temps quelque chose qui est beaucoup plus grave que la stratégie islamiste que vous décrivez, qui est la soumission, l'acceptation par les Occidentaux de ce qui se passe. Et ça devient vraiment presque le thème principal de votre troisième livre, de ce dernier livre. Absolument. La soumission, le syndrome d'encerclement, la passivité. Alors, quel est le sens de votre titre, Le train d'Erlangen, la métamorphose de Dieu? Est-ce que ça a une relation avec ça? Parce que Erlangen, vous qui lirez ou qui avez lu le livre, c'est une petite cité d'Allemagne qui est assiégée. Voilà. Et on ne sait pas très bien qui sont les assiégeants, mais ils sont sur le point d'entrée. Qui est doublement assiégé par un supposé envahisseur,
qu'ils imaginent qu'autour de la ville ou en banlieue ou même en ville, il y a des gens qui sont là, qui guettent, qui attendent, on ne sait pas quoi, tuer tout le monde ou prendre le pouvoir, on ne sait pas trop. Et elle est assiégée par la neige, puisqu'il y a une tempête de neige terrible qui fait qu'on ne peut ni entrer ni sortir de la ville. Donc ils sont vraiment dans le syndrome de l'enfermement et qui travaille les esprits, les gens ont peur. Les uns ne pensent qu'à fuir, les autres ne pensent qu'à se cacher. Et puis, mais beaucoup envisagent tout simplement la reddition. C'est-à-dire que cet envahisseur, il vaut mieux lui envoyer des gens avec un drapeau blanc pour leur dire, écoutez, ne nous faites pas la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? On vous le donne. Vous voulez de l'argent, on vous le donne. Si vous voulez la ville, on vous la donne. Mais il faut nous épargner. Donc, pour revenir à la démarche, donc, quand on expliquait au départ, nous-mêmes, nous étions dans une démarche nationale, donc on expliquait aux Algériens qu'ils avaient intérêt à se mobiliser. Personne n'écoutait. Les gens n'écoutent pas. Et quand on essayait de porter le message à droite, à gauche, c'est pareil. On nous écoutait gentiment. Pas plus se dit, bon, voilà, vous avez 5 minutes, on vous écoute. Voilà, bon, merci. Et ensuite, nous-mêmes, on s'est rendu compte, quand on a commencé à comprendre, parce qu'à un moment donné, on commençait un peu à travailler en réseau, avec des collègues égyptiens, des collègues marocains, etc. Et on commençait à mieux percevoir l'islamisme. C'était pas du tout ce qu'on croyait. C'est pas un truc comme ça, la petite fièvre. C'est quelque chose de très organisé, derrière laquelle il y a les États. Et une organisation comme l'Organisation des Frères musulmans, c'est plusieurs millions d'adhérents à la chose dans le monde. C'est une économie presque aussi puissante que l'économie de l'Italie ou de l'Espagne. Ils ont des banques partout, ils ont des entreprises partout. Le seul Ben Laden avait des actions dans les plus grandes banques américaines, etc. Il recycle les pétrodollars des princes là-dedans. Ils ont des journaux, ils ont des télévisions, ils ont des universités. C'est pas le petit islamiste du coin, là, le petit gamin. Ça, c'est de la petite main-d'œuvre pour la basse besogne, mais les grands stratèges, en gros, ils manipulent des choses très, très compliquées. Ils sont liés au patronat, ils sont liés au gouvernement, et ils ont leur entrée, voilà. Donc, ils travaillent à une toute autre échelle. Et voilà, bon, on n'est pas arrivé à convaincre, voilà. On n'est pas arrivé à convaincre. Alors, il y a deux explications. On se dit, ou ils sont bêtes, bouchés à l'aimerie définitivement, ou nous, on ne sait pas y faire, on ne sait pas expliquer, voilà. On n'a pas de légitimité pour... ça, c'était vrai. Donc, il fallait que nous construisions une légitimité. Il fallait apprendre. Il fallait étudier ces choses-là et pour pouvoir en parler avec des références, donc tout ça prend du temps. Et puis, en Europe, je ne sais pas, en Europe, on pense que la démocratie, c'est un dissolvant universel. C'est-à-dire que ça peut dissoudre tous les fascismes. Donc vous mettez n'importe quoi là-dedans, la démocratie l'absorbe, le dissout. L'histoire, il suffit de jeter un coup d'œil derrière pour voir que non. Il a fallu des guerres pour vaincre il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu des millions de morts pour vaincre le stalinisme, des millions de morts pour vaincre le fascisme, et des millions de morts pour vaincre le nazisme, etc. Et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça, avec quelques morts, avec l'islamisme? Pas du tout. Qui s'organise. Imaginez que si... après les printemps arabes, imaginez si, puisque les islamistes avaient pris le pouvoir partout, en Libye, en Tunisie, en Égypte, c'est les islamistes qui ont gagné les élections. Imaginez s'ils avaient fait jonction. Imaginez s'ils avaient tenu et fait jonction. Et vous aurez eu un pays islamiste de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire, des États, avec des armées, avec... vous imaginez la chose, c'est absolument terrifiant.
Alors, on a bien compris à travers votre histoire personnelle et l'histoire de l'Algérie comment vous passez à un état de conscience, puis de dénonciation d'une situation. Vous cherchez à alerter, vous élargissez le domaine de la dénonciation, ça concerne les Occidentaux, et ainsi de suite. Vous dites en même temps que seule une guerre, dans le passé, a pu résoudre ce genre de problème. Et dans ce livre, vous choisissez, c'est l'exemple d'une confiance dans la lecture pour dénoncer ça. Mais alors, pas n'importe quelle lecture, c'est-à-dire... Alors, je dis la lecture parce que dans votre prologue, excusez-moi, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, hein. À la fin de votre prologue, vous dites que ces deux histoires additionnées qui sont une quête de vérité à travers les continents et les époques, vérité que certains que nous dénonçons au passage affirment posséder en exclusivité et entendent imposer au monde entier, la construction du roman s'éloigne notablement des cadres habituels de la narration romanesque et peut dérouter. Mais ainsi est le chemin de la vérité bien fait pour nous perdre. Bon, c'est ce qui montre la difficulté. Et je termine. Dans cette vie, rien ne nous est donné gratuitement. La lecture, si elle s'accompagne d'une véritable méditation, est un acte initiatique. Et ça, c'est la base de la construction très singulière de votre livre. Alors, vous le placez sous plusieurs influences, dont je retiens en particulier l'une, qui est celle de Thoreau, pour prononcer à la française, auteur d'un petit livre d'une 40aine de pages qui s'intitule « La désobéissance civile » et qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'écologie politique, pourrait-on dire. Ouais. Hein, c'est l'homme qui, se plaçant dans la suite de Confucius, décrète que le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas et qui laisse une place à côté du gouvernement à l'homme. Alors, expliquez-nous vos références. Il y a Kafka, il y a Thoreau, il y a Baudelaire, il y a Georgiou, l'auteur de la 25e heure, il y a Dante. Il y a une construction très particulière avec un premier chapitre qui s'appelle Vérité, réalité de la fantasmagorie, et le deuxième qui est l'inverse, fantasmagorie de la réalité. Et à chaque fois, une citation en miroir. Deux histoires qui apparemment ne se correspondent pas dans ce monde, dans cet univers. Alors, quel est ce choix ? C'est une véritable création littéraire, et ce n'est pas seulement une imprécation. C'est là que ça nous intéresse en particulier. En fait, c'est un cheminement qui est très long. Des choses ne se font pas de manière totalement comme ça, consciente et intelligente. C'est un long cheminement depuis le premier roman. Donc, moi, j'ai donc écrit 10 romans et 3 ou 4 essais. Donc, c'est 20 années de réflexion, de recherche, de trucs. Mais moi, je me souviens quand mes amis étaient vivants, Rachid Mimouni et Tahar Djaout, eux, c'était des écrivains installés, tout ça, et moi, je ne l'étais pas du tout. Enfin, je l'étais dans mon domaine. Et on parlait souvent de cette chose qui, je ne sais pas comment, c'est la question de la légitimité. Ça, voilà. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on devrait pouvoir, avant de la faire, se poser la question, c'est que sommes-nous légitimes pour, avons-nous les conséquences pour, c'est une responsabilité, faire est une responsabilité, dire est une responsabilité. Donc parce qu'on peut tromper les gens, on peut les induire en erreur, on peut même chercher à les entourlouper, etc. Donc c'est répondre à la question d'où tu parles. Qui es-tu et d'où parles-tu? À l'époque, avec mes amis, on était arrivés à la conclusion que nous n'avions aucune légitimité. Et donc, pourquoi? Parce qu'on se disait, nous, quand on est notre âge, nous sommes nés, l'Algérie était française, nous étions français, nous avons été à l'école communale, nous sommes tous super bardés de diplômes, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes des privilégiés, nous sommes des universitaires, nous sommes. Et l'Algérie, 80% de la population algérienne a moins de 30 ans, donc ils sont dans une autre
ils se sont construits dans un autre univers, ils sont arabisés. Nous, on est francophones, on parle français, eux parlent arabe. Nous, on est laïcs et anti-cléricaux à mort. Eux, ils sont nés là-dedans, ils sont musulmans. Nous sommes des privilégiés, eux sont les damnés de la terre. Sommes-nous légitimes pour leur faire la leçon? Pour leur dire, voilà, la démocratie, on vient de lire dans nos bouquins, vivez de cette manière, agissez de cette manière. Voilà, c'était très difficile. Et donc, on a fait le choix de... Alors, c'est terrible comme question, parce que ça revenait à dire, s'ils veulent vivre sous le règne de l'islam et de l'islamisme encore plus ténébreux, grand bien leur face. Voilà, c'est leur vie. On va dire, mais enfin, quand même, on a le devoir en tant que personne consciente, et on a quand même le devoir d'essayer de leur expliquer. Oui, mais on ne parle même pas leur langue. Lui expliquer quoi? Lui expliquer la laïcité? Les Français eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Comment voulez-vous qu'on lui explique? Et donc, la question c'était posée. C'est d'ailleurs pour ça que tous les écrivains algériens francophones publient à l'étranger. On n'a pas de public là-bas, on n'a pas de lecteurs. Alors en plus, moi, comme j'ai fait tout compliqué, vous imaginez. Voilà. Et donc à qui on s'adresse? Voilà, la question est là. Alors à partir du moment où on parle de ça tous les jours on se voyait tous les jours, très tard, à discuter de ces choses-là. Et presque, on en arrivait à dire, il faut peut-être les aider à prendre le pouvoir. C'est ça leur vie. Ils se plaisent là-dedans. Ils y croient. En plus que se plaire, ils y croient. C'est... voilà. Et donc, quand l'évolution des choses a fait que... on a fait des efforts aussi. Hein. On a fait beaucoup d'efforts pour essayer de tout comprendre et de rentrer dans ces choses-là. Et on s'est dit... dans le monde musulman, c'est comme ça, c'est un monde musulman. C'est un monde musulman. Ils sont comme ça. Notre histoire dans ces pays est comme ça. Il faut peut-être juste tenter d'atténuer les choses. On ne peut pas aller à l'encontre du courant de l'histoire. Surtout quand on est 3 ou 4 chats. 3 ou 4 chats qui n'ont pas de légitimité. En plus, à qui parler? Les gens ne nous écouteraient pas. Ils nous chasseraient à coups de pierre. Parce qu'on vient leur parler en français. Et en Algérie, à cette époque de l'islamisme, quand vous parlez français, vous êtes immédiatement accusé, c'est ce que vous avez dit au début, agent du Mossad, des compagnies, quoi. Voilà, donc là, on vous arrête et on va vous lâcher. Donc, on s'est tourné, donc à un moment donné, on s'est dit, la solution était apparue comme ça, dans cette direction, puisque finalement, c'est un problème mondial, c'est pas seulement... on a découvert que l'islamisme n'était pas un mal dirigé contre les Algériens et que, après tout, c'est peut-être leur façon de vivre, si ça leur plaît, qu'ils vivent comme ça. Non, c'est une maladie universelle, c'est le sida. Donc il faut se mobiliser partout. Alors du coup, là, on a regagné en légitimité. Là, d'accord, on peut parler de l'islamisme comme pathologie, comme truc, comme on dénoncerait le stalinisme, le fascisme, le nazisme. Et plus, on ajouterait évidemment tout ce qui favorise ces choses-là, la prédation, la corruption, l'hypernationalisme dans ces pays-là, bien sûr. Mais voilà, et là, on a trouvé une réponse à cette question: d'où parles-tu et es-tu légitime pour? Bon, voilà. Mais ensuite, il y a la technique. C'est pas le tout de savoir. Il faut aussi pouvoir le transmettre. Et ça, c'est très, très difficile. Et c'est ce qui sort tout à fait de l'ordinaire dans votre livre, c'est que vous convoquez pour appuyer les idées que vous défendez. D'abord, vous faites appel au travail du lecteur via son imaginaire. Vous convoquez le conte dans ce qu'il a d'irréel, la mise en relation de 2 personnes qui ne sont pas dans le même monde. Vous convoquez des auteurs. Alors, est-ce que vous avez inventé ce livre des 3 imposteurs?
Ah non, non, c'est une histoire... Il existe. Donc, le livre des C'est trois l'histoire imposteurs. la plus mystérieuse du monde. Voilà, donc vous convoquez ça et vous le mettez en parallèle avec Henri David Thoreau. Pour moi, c'est l'un qu'on pense l'autre. Vous pouvez en parler en 2 mots de ces 3 imposteurs? C'est un truc très, très curieux. C'est une rumeur qui a commencé à circuler en Europe au XIe siècle, vers 1050 par là. Une rumeur circulait dans les capitales européennes. On parlait d'un livre, d'une rumeur qui disait qu'un livre blasphématoire circulait. Bon, quel livre? Personne ne pouvait répondre aux questions. Quel livre? Qui l'a écrit? Quel est son titre? Dans quelle langue est-il écrit? Il est blasphématoire contre qui? Contre quoi? C'est une rumeur comme ça, diffuse, mais qui a beaucoup inquiété les pouvoirs. C'est remonté jusqu'au pape, qui ont lancé des commissions rogatoires pour chercher qui est les coupables. C'est tous les rois qui ont mobilisé, évidemment, pendant des siècles. Et dans le même temps, évidemment, tous les escrocs se mobilisaient pour fabriquer des faux. Ils disaient, oui, moi j'ai une copie. Alors, évidemment, ils s'adressaient au prince, au roi, par des canaux comme ça secrets, parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés et pendus. J'ai un exemplaire, etc. Beaucoup d'escrocs ont gagné beaucoup d'argent avec cela. Et puis après, ça a été évidemment les procès. Donc on a accusé plein de choses. On a accusé le pape. Un pape, Grégoire II, je crois, qui a failli être destitué parce que des gens sont venus presque apporter des preuves. On a accusé l'empereur du Saint-Empire Germain aussi d'avoir écrit ce livre et qui a été accusé par le pape, qui lui a rendu l'appareil. Et puis des princes et des rois et des gens et tout le monde. Jusqu'à la folie, c'est-à-dire qu'on accusait des gens d'avoir... Par exemple, on a accusé Spinoza. Spinoza qui aurait écrit, à son époque, un livre qui circulerait déjà depuis 4 siècles. Donc vous voyez, la folie, quand elle s'empare des gens, ils perdent toute logique, tout cheminement logique. Et Spinoza a été arrêté, on a commencé à enquêter. Et il s'y trouvait personne pour dire, mais attendez, le livre, on parle de ce livre depuis 1050. Et lui, on est aujourd'hui. Il ne peut pas l'avoir écrit. Et voilà. Et donc, l'affaire s'est calmée au fur et à mesure comme ça. Mais jusqu'à présent, la question se pose chez les spécialistes, évidemment. Ce livre est, comme beaucoup d'autres, des livres comme ça très mystérieux, qui a une cote extraordinaire, bien que maintenant tout le monde est à peu près convaincu qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé, mais il a une cote terrible. C'est-à-dire, si d'aventure vous trouviez une page de ces livres, elle vaudrait 1 million d'euros. Donc notez le titre, c'est le livre des 3 imposteurs, Moïse, Jésus, Mahomet. Voilà, donc à un moment donné... à force de chercher, bon, quelqu'un a lancé cela en disant le titre c'est ça, le traité des 3 imposteurs, Moïse et Jésus et Mahomet. Alors que ce que je vous dis là, c'est dans le monde chrétien, mais pareil dans le monde musulman. Le calife ottoman a lancé des troupes partout, en Autriche, en Hollande. Le pays qui a été le plus visé, c'était la Hollande. Où tout le monde venait enquêter là, chez les imprimeurs, etc. Et puis, voilà, et vous allez maintenant écrire sur Abraham. Voilà, oui. Oui, Abraham, c'est un personnage... non, alors ce que je voulais vous dire à propos de la légitimité, dans la mesure où j'écris en français et que je m'adresse donc essentiellement... à un public français et européen par les traductions et tout, il vaut mieux utiliser vos instruments, parce que j'aurais pu citer Omar Khayyam, des auteurs musulmans, des auteurs, je ne sais pas quoi, hindous, de l'univers musulman, mais est-ce que vous auriez lu cela? Déjà comme ça en français, c'est très difficile. Alors imaginez si je vous avais infligé les philosophes... Quoiqu'à un moment donné, j'étais tenté quand même de citer au moins Averroès,
que les musulmans n'appellent jamais Averroès, mais ils l'appellent le commentateur. Parce que toute sa vie, il a commenté Aristote. Le commentateur. Il a passé toute sa vie, il était fou de Aristote. Et c'est le moment, c'est un deuxième moment, il y en a eu un avant, où dans l'univers musulman, on a compris que la lumière, c'est ce que vous appelez, l'Occident appelle les lumières. C'est trois lumières, en fait. Pourquoi les pluriels? Les trois lumières. C'est la lumière de la foi qui vous éclaire, la lumière de la raison et la lumière de la science. Voilà, ce que vous appelez les lumières, c'est ça. C'est pas ce que beaucoup de gens croient, c'est-à-dire c'est la naissance du matérialisme. Non, c'est qu'à un moment donné, il fallait ajouter à la foi, qui était imposée comme seule source de lumière par l'Église, ajouter deux autres lumières, la lumière de la raison, donc qui est humaine, et la lumière de la science, qu'on ne savait pas trop. Elle n'est ni divine, ni humaine. Vous savez, c'est un peu comme les alchimistes qui disaient que la vie, la nature, c'était trois choses, le mercure, le soufre et le sel. Donc le sel fait le lien entre les deux. La science, c'est les nombres, ils sont dans l'air. C'est les nombres, tout est nombre dans la vie, tout est relation comme ça, très normée, très... rien n'est vraiment... Voilà, et donc on ne sait pas à quoi rattacher la science. C'est pas à Dieu, c'est pas à l'homme. L'homme, il a sa raison, c'est-à-dire qu'il réfléchit. Et il y a eu trois périodes comme ça dans l'histoire musulmane où il y a eu, au 8e siècle, il y a eu ce mouvement qu'on a appelé la Mu'tazila, c'est-à-dire que là on venait de découvrir les Grecs, et donc on s'est dit, la foi serait renforcée par une analyse critique, par la raison. Et donc ça a produit un courant qu'on a appelé la Mu'tazila, qui sont même arrivés au pouvoir, mais ça a duré 20 ans. Les radicaux les ont vite... ils ont renversé le calife qui avait imposé ce régime éclairé, où il y avait donc foi, science et raison. Et c'est revenu plus tard, donc au XIe siècle, en Espagne, avec Averroès, qui, lui, par d'autres chemins, avait redécouvert Aristote. Et puis ça a été la passion. Averroès était ministre de la Justice, c'était le grand cadi. C'était quelqu'un qui mais un personnage très curieux, c'est qu'il était aussi fondamentaliste. C'était un fondamental, un musulman croyant, pratiquant, et en tant que juge, il était un juge très sévère. Il coupait des têtes matin et soir. Mais ça n'empêchait pas que sa passion, c'était Aristote, et il a passé toute sa vie à le commenter, et il a écrit des livres, mais d'une complexité effroyable. Mais qu'est-ce que ça vous aurait apporté Cette fois-ci, je vous arrête parce que vous êtes en train d'anticiper sur votre prochaine visite pour votre prochain livre, et vous êtes en train de tout nous dire avant qu'il ne soit sorti. Donc, je propose qu'on en reste là. On vous écouterait encore pendant des heures, facilement, volontiers. Merci pour tout cela, Boualem, et bonne lecture à vous tous, initiatique.